Mesdames et messieurs, bonjour. Si vous voulez bien prendre place, donc je crois qu'on a le quorum in extremis. Alors, je vais faire l'appel. Donc, le courrier est dit présent Jean-Jacques Afchin, présent. Rusmaïni San Mohamed, Maurice Pelage, Elisabeth Rivière, présent. Olivier Berthelot, présent. Sabrina Ouédé, Michel Baudry, présent. Valérie Bolo, présent. Lionel Pagaloua, Élodie Ferrali, Marguerite Filimo-Aou, Chantal Courteau donne procuration à Karl Engela. Paul Aoussou donne procuration à Marguerite Filimo-Aou. Nadine Jalabert donne procuration à Rusmaïni San Mohamed. Femia Motoui donne procuration à Mathieu Goyon. Pierre-Louis Elguérès. Sandrine Vantard donne procuration à Pierre-Louis Elguérès. Marie-Thérèse Tu donne procuration à Élodie Ferrali. Valéa Faugier donne procuration à Valérie Bolo. Lolé Siomovaka donne procuration à Lionel Pagaloua. Georges Tarayaou donne procuration à Michel Baudry. Raphaël Tofili donne procuration à Sabrina Ouédé. Mathieu Goyon. Karl Engela. Catherine Krivobok. Yvi Poya, excusé. Laure Moreau. Nina Julier, présente. Michael Lelon, excusé. Frédéric Parent, excusé. Jean-Irénée Boineau, excusé. Romuald Pidgeot n'est pas arrivé, n'a pas excusé. Emiliana Toutiquian-Blondel ne s'est pas excusé. Pételo Sao devrait arriver, ne s'est pas excusé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 18. Le quorum est atteint, nous pouvons commencer ce conseil. Je remercie les conseillers présents pour avoir pris de votre temps ce matin. Vu les conditions d'insécurité et de coupure de la route de la RP1, nous avons souhaité pour que ceux du Sud puissent venir à ce conseil. Donc, je les en remercie doublement. Par la navette, Monsieur Sao, il arrive. Voilà, présent. C'est bon. Donc, merci doublement. Alors, c'est un conseil qui se tient exceptionnellement à 10 heures. Donc, on a un certain nombre d'élus absents, beaucoup travaillent et n'ont pas pu se libérer. Donc, je remercie tout le monde. Avant de commencer ce conseil, si vous le permettez, je voudrais que nous prenions une minute de silence pour honorer le maréchal des logis-chefs, Nicolas Molinaro, qui a été tué au moment où il était en service et où il défendait le magasin Casino à la Coulée, donc dans l'exercice de ses fonctions, mort sur la commune du Mont d'Or. Et l'occasion de remercier par cette minute de silence les forces de l'ordre qui sont au quotidien dans notre commune en Nouvelle-Calédonie pour que nous puissions vivre mieux et retrouver la qualité de vie qu'on aurait pu avoir avant. Et je suis doublement touché parce que j'avais appelé la veille le colonel Leroy pour qu'il puisse mettre une brigade de gendarmes à cet endroit pour protéger à tout prix ce magasin Casino qui est quand même la clé de voûte des commerces sur le sud de la commune. Et malheureusement, dans la journée, il a été tué. Donc c'est des choses qu'on porte en nous et doublement. Et merci à vous tous de l'honorer.
Je vous remercie. Merci à la presse d'être présente. Merci aux différents services. Donc nous allons commencer l'ordre du jour. Donc l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 2 mai. Y avait-il des observations particulières? Pas d'observation. Donc le procès-verbal est adopté. Le point numéro 2 concerne la décision modificative au budget numéro 1 du budget principal, du budget annexe de l'eau, du budget annexe des ordures ménagères pour l'exercice 2024. Madame, on va peut-être commencer. Monsieur le secrétaire général adjoint, je vous donne la parole pour la transmettre à vos services pour cette DM1, s'il vous plaît. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, je vais passer la parole au directeur des finances et de l'informatique qui va détailler ce projet de délibération. Mais je vais vous dire 2 mots sur le fait que le budget 2024 de la ville du Mont-d'Or, tel qu'il a été adopté en mars, ne peut être conservé en l'état. Il doit être forcément rectifié pour tenir compte des conséquences de la crise qui frappe la Nouvelle-Calédonie. On n'a pas ajouté qu'à ce stade, il serait présomptueux d'imaginer vouloir traiter dans sa totalité les effets de cette crise, car certains de ces effets sont aujourd'hui connus, d'autres ne sont qu'hypothétiques, et on en connaîtra la survenance qu'au fil de l'eau, et on en connaîtra l'importance aussi qu'au fil de l'eau. Je voulais préciser également que des orientations budgétaires qui avaient été choisies pour présider au budget 2024, eh bien, elles sont forcément rebattues. On ne va pas pouvoir conserver ce qui avait été prévu et s'axera maintenant le budget autour de trois thèmes. La sécurité qu'elle concerne les quartiers, le service public ou les biens publics, la solidarité, et en particulier le soutien aux personnes démunies, et puis l'aide à l'économie mondorienne. Donc on a repris l'ensemble des crédits qui ont été votés et on les a réarbitrés. C'est la proposition qui est faite aujourd'hui au travers de cette décision modificative numéro 1. Et qui devrait pouvoir nous permettre de faire fonctionner nos services et de faire fonctionner avec ces nouvelles orientations. Donc, monsieur le maire, si vous le souhaitez, si vous le voulez bien, je passe la parole au directeur qui va nous présenter plus dans le détail cette décision modificative numéro 1. Merci, vous avez la parole, monsieur le directeur. Merci monsieur le maire. Alors comme on a pu le préciser, la crise va avoir des impacts particuliers sur toutes les recettes fiscales qui pourraient être dégagées avec l'activité économique du pays. Cela impacte du coup automatiquement toutes nos recettes de fonctionnement. Donc Donc là, je vais vous faire une présentation sur le budget consolidé. Il faut savoir que les budgets qui vont être modifiés seront le budget principal, le budget de l'eau et le budget des ordures ménagères. Le budget assainissement et lotissement resteront exactement les mêmes. Donc de manière consolidée, au niveau des recettes de fonctionnement, il y a une réduction pour les recettes au chapitre 70 de près de 48 millions. Les principales réductions vont concerner le chapitre 73, impôts et taxes, où vous allez retrouver toutes les recettes liées aux centimes additionnels. Là, c'est principalement les recettes, les centimes additionnels relatifs aux droits d'enregistrement, où on enregistrera une réduction de 100 millions. Pour le chapitre 74, dotation et participation, vous avez les recettes du FIP et les différentes subventions que l'on est en mesure de percevoir. L'impact global est à moins 410 millions. Pour le FIP, c'est une réduction de 26% par rapport à ce qui avait été prévu au budget 2024, à savoir qu'il était de 1,436 milliard au début de l'année, donc une réduction de presque 373 millions.
Et ensuite, vous avez une petite réduction des recettes pour les autres budgets de gestion courante. Vous avez là également les recettes qui sont liées à l'activité de la commune pour 15 millions et 900 000 francs. Donc en tout, c'est une réduction de 574 millions qu'il faut prévoir de manière consolidée pour les recettes réelles. En face de ça, on a été obligé de diminuer toutes les dépenses de fonctionnement. Donc en dépenses réelles, vous allez avoir principalement les charges à caractère général, le chapitre 0 qui va être diminué de 141 millions. Vous avez les charges de personnel également qui diminuent de presque 127 millions. Et ensuite, les autres fortes réductions vont concerner les dotations aux provisions, où nous avons récupéré près de 55 millions. Et vous avez également les subventions aux organismes et les associations qui sont réduites de 34 millions, enfin presque 35 millions. Le reste va concerner les dépenses d'ordre, avec une réduction au chapitre 023 pour les crédits qui étaient alloués au virement à la section de fonctionnement. Donc c'est moins 148 millions. Et vous avez également une réduction du chapitre 042 pour les amortissements, à moins 50 millions. À côté de ça, vous avez la section d'investissement qui sera également modifiée. Pour les recettes d'investissement en réel, on a au global une réduction de moins 49 millions. Les principales modifications vont être une augmentation des recettes d'investissement réel pour 28 millions. Et vous avez également une réduction pour la cession des actions de la SEM pour moins 96 millions. Ensuite, vous avez également les recettes de fonctionnement qui sont impactées. C'est les mêmes recettes, c'est la contrepartie que vous avez en dépenses de fonctionnement avec la réduction du virement de la section de fonctionnement à moins 148 millions et également la réduction des opérations d'ordre pour 50 millions pour tout ce qui est amortissement. Pour les dépenses réelles d'investissement, on a été obligé de diminuer les dépenses de moins 247 millions. Alors pour les dépenses d'investissement, ça va correspondre à moins 243 millions. Et ensuite, vous aurez une réduction du chapitre pour les dépenses imprévues de moins 21 millions. Pour les augmentations, vous avez une augmentation pour les opérations pour compte de tiers. Ça concerne principalement les dépenses qui ont été prises en charge par la commune, notamment pour tout ce qui est lié à la gestion des barrages. Donc ça vient en opération pour compte de tiers. Vous avez la partie dépenses, mais vous avez également la partie recettes pour moins 18 millions, pour plus 18 millions. Donc voilà à peu près toutes les dépenses, toutes les modifications qui vont être apportées au budget de la commune. Comme point important, on peut noter également il y aura comme modification au niveau du budget OM. Il faut savoir que pour le deuxième trimestre, on a décidé de ne pas titrer un mois. L'impact au niveau des recettes est de moins 28 millions. Parce que le service n'a pas été réalisé. Les dépenses, elles, ont été réduites de 9 millions et pour pouvoir équilibrer l'ensemble, on a été obligé de proposer une subvention d'équilibre qui vient impacter du coup le budget principal pour environ 18 millions et les recettes du budget des OM pour 18 millions. Donc voilà, merci. Dans les opérations individualisées, je voulais rappeler que on a conservé dans ces opérations l'agrandissement du cimetière de Plouin pour cette année, donc qui devient urgent. Le pôle de sécurité, puisqu'il y a un certain nombre d'études qui vont démarrer cette année pour la caserne des pompiers, donc elles seront confirmées, et également des études avec la DARS du Vallon d'Or, plus que jamais d'actualité, j'allais dire, avec des études et surtout la configuration d'un nouveau projet. Madame San Mohamed, je vous laisse lire les observations de la commission, s'il vous plaît. Oui, donc la commission des finances s'est réunie le 29 juillet dernier. Monsieur le maire a souligné que les décisions modificatives présentées font suite aux exactions commises sur l'ensemble du territoire depuis le 13 mai dernier. Les collectivités sont ainsi contraintes de revoir en profondeur leur budget. Il tient à remercier les directions, services, ainsi que les adjoints au maire pour les coupes budgétaires consenties.
M. Cartigénier a ajouté que le budget rectificatif prend en compte les nouvelles orientations, car celles qui ont conduit à l'élaboration du budget 2024 sont aujourd'hui obsolètes. Les priorités sont la sécurité, qu'elle concerne les quartiers, le service public et les biens publics, la solidarité, en particulier le soutien aux personnes démunies impactées, l'aide à l'économie mondorienne. Au sujet de la solidarité, M. Sao a demandé si la ville envisage d'augmenter la subvention en faveur du CCAS. M. Cartigénier a répondu par la négative. Il y a aujourd'hui 14 millions de francs qui ne sont pas fléchés et qui correspondaient à des actions que ne pourra pas mener le CCAS. Ces crédits sont réaffectés pour aider directement les personnes démunies. Madame Sen Mohamed a ajouté que le CCAS reçoit de plus en plus de nouvelles personnes pour des demandes d'aide, notamment pour la facture d'électricité, qui n'était pas suivie auparavant par l'établissement public. Monsieur le maire a indiqué que le CCAS devra également réfléchir pour aider les familles à payer la cantine. Monsieur Sao a souhaité également savoir quelle forme prendra l'aide à l'économie mondorienne. Monsieur Cartigénier a répondu qu'il ne s'agit pas d'une aide à la trésorerie des entreprises. Il s'agit de mettre à disposition gracieusement l'espace de travail partagé aux entreprises touchées par la crise et n'ayant plus de local. Plusieurs patentés occupent les lieux ainsi que du personnel de l'ADIE. La ville apporte également son aide par les barges pour le ravitaillement des petits commerces, des grosses enseignes ou encore les artisans. Il sera prochainement proposé de mettre à disposition des professionnels des locaux de l'école Adolphe Boutan. Sur le budget principal, au chapitre 011 sur les charges à caractère général, Madame Julia a demandé des explications sur la baisse des dépenses de moins 62 500 000 liées à la convention État-Ville. M. Afchin a répondu que ce sont des actions qui ne seront finalement pas réalisées. M. Barry a ajouté qu'il s'agit des actions de Saint-Louis, des événements culturels, à l'exemple de la fête de la musique, Halloween, et sportifs, exemple la fête du sport et des associations. M. Boiwami a précisé que des discussions sont en cours avec l'État pour que sa subvention de 67 millions de francs soit maintenue et que les crédits soient réaffectés à d'autres opérations. Au chapitre 012, sur les charges de personnel, Madame Julie a souhaité connaître la proportion des postes qui étaient déjà vacants et ceux qui ne seront pas renouvelés sur les 21 équivalents temps plein. Monsieur Pelletier a donné la liste des 12 postes budgétaires non pourvus en 2024. Ces postes initialement prévus ne seront pas pourvus. Il s'agit de 2 postes au secrétariat général, 2 postes à la direction des finances et de l'informatique, 4 postes à la direction des services d'animation et de prévention, 4 postes à la direction des services techniques et de proximité. En complément de la réponse apportée par le directeur administratif en commission, il est précisé que les autres postes budgétaires concernent 2 postes budgétés mais pourvus en interne, chef de service de la culture et chef du service des finances, des postes budgétés partiellement et non pourvus, le juriste, des départs en cours d'année non remplacés jusqu'au 31/12/2024, des départs en cours d'année mais avec une prévision de remplacement avant le 31/12/2024. M. Sao a indiqué que cette économie de près de 127 millions de francs sur les charges de personnel aurait pu être faite depuis le début de la mandature. M. le maire répond que ces postes ne sont pas superflus et que cette baisse de personnel implique tout de même une charge de travail supplémentaire sur le personnel en poste actuellement. D'autant plus qu'avec les difficultés financières à venir, la ville sera peut-être contrainte de revoir sa masse salariale l'année prochaine. Au chapitre 67 sur les charges exceptionnelles, Madame Julia a demandé des précisions sur la subvention d'équilibre au budget annexe ordures ménagères. Monsieur le maire a répondu que c'est pour compenser la période durant laquelle la collecte des ordures ménagères n'a pas été réalisée. En effet, les administrés seront exonérés de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour cette période, 1 mois. Madame Julia a souhaité savoir pour quelles raisons la gratuité est accordée aux usagers de l'espace de travail partagé de mi-mai au 31 décembre 2024, mais pas aux exposants du marché municipal. Monsieur Cartigénier a répondu que les usagers de l'espace de travail partagé et les exposants du marché ne sont pas dans la même situation. En effet, pour les professionnels et plus particulièrement pour ceux qui ont perdu leurs locaux, il s'agit de leur donner un coup de pouce. Toutefois, pour les exposants du marché municipal, la période durant laquelle ils n'auront pas travaillé ne leur sera pas facturée. En recette d'investissement sur le compte 45, opération pour compte de tiers, 18 400 000 francs sont inscrits au titre du remboursement par la Nouvelle-Calédonie pour les barges. Madame Julier demande si la ville a l'assurance que la Nouvelle-Calédonie remboursera cette somme. Monsieur Boiwami a répondu que, comptablement, lorsque la ville couvre une dépense qui est de la compétence d'une autre collectivité, elle est obligée d'inscrire la recette en face. Un titre sera émis en fin d'année et le recouvrement sera ensuite opéré par la trésorerie de la province sud.
Monsieur le maire a ajouté que même si la ville n'a pas d'assurance que le remboursement sera opéré, il faut l'inscrire dans le budget car c'est une dette de la Nouvelle-Calédonie envers la collectivité. Il est à noter que la demande de remboursement a été faite auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. M. Cartégénie a rappelé que la ville a pris le relais du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lorsque celui-ci n'avait plus la capacité de financer les barges, bien que cela reste de sa compétence. Il a ajouté que ce sont des dépenses qui sont aussi recensées par l'État. Mme Julia a indiqué que la ville a bien fait de prendre le relais. Mme Julia a remarqué que rien n'est inscrit pour le SMTU. Elle a souhaité savoir si la ville a eu des discussions avec le syndicat mixte. M. Cartégénie a répondu par l'affirmative. Il est encore trop tôt pour inscrire des crédits car les discussions sont en cours, mais il est fort probable que la ville soit appelée à payer davantage. Aujourd'hui, ce qui a été inscrit au budget et qui constitue à ce jour une dépense obligatoire ne sera pas touché. S'agissant des échanges avec le SMTU, plusieurs scénarios se présentent. L'arrêt des délégations de services publics et des services ou, au contraire, la reprise du service avec la mise en place d'un nouveau réseau. Dans certains scénarios, la ville est appelée à payer la RAPF qui vient équilibrer le fonctionnement. De plus, pour que le service puisse fonctionner, il faut aussi effectuer des réparations qui s'élèvent à plus de 1,3 milliard de francs, notamment sur le système de billettique qui a été totalement détruit. Madame Julia a demandé si la ville est garante des emprunts du SMTU. Monsieur Cartégénie a répondu que la ville est appelée directement sur les emprunts à hauteur de 12%, à hauteur de la clé donc de répartition. Monsieur Sao a demandé si la ville a eu un retour du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur le maintien de subventions versées à la ville dans le cadre du fonds intercommunal de péréquation. En effet, l'État avait annoncé le maintien du niveau de fonctionnement des communes. M. Afchin a répondu qu'un comité FIP a eu lieu la semaine dernière et la baisse de 26% a été confirmée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. S'agissant des dotations de l'État, elles sont maintenues. M. le maire a ajouté que sur les 122 millions de francs par mois prévus dans le cadre des dotations de la Nouvelle-Calédonie, la ville a perçu 80 millions de francs ce mois-ci et ce sera vraisemblablement la somme qu'elle percevra jusqu'à la fin de l'année. Par ailleurs, il était prévu de percevoir plus de 400 millions de francs de centimes additionnels sur la patente pour mai-juin, mais le gouvernement a informé la ville que cette somme ne lui sera pas versée. Par ailleurs, si l'État devait aider les communes, il lui a été demandé de leur verser les dotations directement sans passer par la Nouvelle-Calédonie. M. Sao a indiqué qu'il n'hésitera pas à faire remonter l'information sur la baisse de 26% du FIP, qui n'est finalement pas compensée par le budget supplémentaire voté dernièrement par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. M. Sao a souhaité savoir si la ville a eu des retours de l'État sur les actions menées pour sécuriser l'accès à la RP1 au niveau de Saint-Louis et sur sa réouverture. M. le maire a répondu qu'une réunion a eu lieu la semaine dernière en présence de la présidente de la province sud et des représentants de l'État. La situation à Saint-Louis est compliquée. La présence de femmes et d'enfants auprès des émeutiers complique les interventions des forces de l'ordre. À noter que ces derniers ne riposteront qu'en cas de légitime défense pour ne pas risquer de blesser ou de tuer des civils. Un verrou a été mis en place au niveau de l'entrée et de la sortie de Saint-Louis, mais les habitants peuvent entrer et sortir. Il est attendu des coutumiers qu'ils fassent le nécessaire pour que les émeutiers se rendent et cessent les exactions. Des interpellations sont en cours, mais aucune visibilité n'est donnée sur la réouverture de la RP1. À noter que le procureur de la République a annoncé lors de cette réunion que tous les bras armés de la CCAT seront poursuivis. Il a également demandé à l'État de communiquer sur la situation à Saint-Louis afin de tenir informés les administrés, mais rien n'a été fait à ce jour. Des réunions ont aussi lieu avec les coutumiers concernant le réseau électrique endommagé au niveau de la tribu et qui a pénalisé des foyers de la partie sud. M. Saoua tient à saluer le travail des agents en place au Wharf du Wallon d'Or qui offre un meilleur accueil aux usagers des navettes maritimes que les agents provinciaux en poste à Moselle. Il encourage également le travail des services municipaux et les actions menées par le maire pour traverser cette crise. Sur le budget annexe O, il n'y a pas eu d'observation. Sur le budget annexe ordures ménagères, au chapitre 011, charge à caractère général, Mme Julia a demandé des explications sur la baisse de 9 300 000 francs. M. Oxford a répondu que c'est lié aux prestations non facturées et non réalisées par les prestataires de collecte durant le mois de mai. Les 6 projets de délibération ont reçu un avis favorable de la Commission à la majorité des membres présents. L'élu de la liste Tous pour notre Bondor réserve son avis pour la séance
du conseil municipal. Je vous remercie, madame. Juste donner une information, madame Julier, sur l'inscription des 18 millions qui avaient été faites pour les barges. C'était pour le compte de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on a eu une nouvelle intéressante de l'État qui va prendre en charge ce montant jusqu'au mois de juillet déjà et qui sera reproduite de mois en mois. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis, je voulais aussi à nouveau parler sur le réseau électrique de Saint-Louis. Donc, il avait été endommagé, réparé. Malheureusement, depuis avant-hier, il a été à nouveau endommagé. Donc, les familles de Saint-Louis n'ont à nouveau pas de courant. Moi, je voulais juste dire que je fais tout pour qu'aucune famille du Mont-d'Or ne soit privée ni d'eau ni d'électricité. C'est notre rôle, c'est le rôle de la ville. Malheureusement, les relations sont toujours compliquées pour aller mettre des équipes sur place. Mais en tous les cas, hier, j'ai donné comme consigne formelle que la ville souhaitait que ces réseaux soient remis en marche. Voilà. Donc, des réunions sont faites avec le Haut-Saria pour les transactions d'évacuation des belligérants de Saint-Louis et en même temps, tout est lié, l'ouverture de la route, la réparation des réseaux. Moi, je voudrais rappeler que chacun doit bénéficier de l'électricité. On a des problèmes de santé publique, on a des problèmes de sécurité. Je crois qu'il y a 2 jours, alors qu'une famille utilisait des bougies pour s'éclairer, il y a eu un feu et la maison a été entièrement endommagée. Donc voilà, c'est tout. On peut pas rester insensible à ces problèmes-là. Donc je voulais le rappeler devant vous. Les coupures de courant qui ont lieu sur Saint-Louis ne sont pas du fait donc de EC pour le compte de la ville, comme on peut l'entendre par endroits, mais ce sont bien là c'est un acte de sabotage d'un arbre qui est tombé sur la ligne et pour pouvoir entrer dans la tribu, il faut les garanties nécessaires de sécurisation. Voilà ce que je voulais rajouter sur ces 2 points. Y a-t-il des interventions? Oui, Monsieur Sao. Oui, merci, Monsieur le maire. J'aurai une intervention très brève, notamment sur les charges du personnel, puisqu'il a été évoqué une réduction des charges du personnel à hauteur de 127 millions, mais en même temps, j'ai vu paraître dans les journaux une annonce recrutement pour un poste de secrétaire général adjoint pour le compte de la mairie avant le 23 août. Donc, je voulais savoir sur les postes qui ont été détaillés tout à l'heure, si ça concernait comment on peut supprimer certains postes et en même temps lancer un appel à candidature pour le poste de secrétaire général adjoint. C'est tout simplement qu'on a actuellement un secrétaire général en la personne de Monsieur Levanquet et un secrétaire général adjoint en la personne de Monsieur Cartigény qui a souhaité une mutation dans un autre service et pour ce faire, dès qu'une personne postule à un autre service, on lance un appel à candidature. Mais pas question de se passer d'un secrétaire général adjoint. Mais c'est pas des postes nouveaux, voilà. C'est l'occasion de vous annoncer que Monsieur Cartigény va peut-être ou peut-être pas nous quitter à mon grand dame, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Madame Julier. C'est le premier conseil municipal que nous tenons depuis les exactions. Et c'est avec beaucoup d'émotion que j'aimerais faire une déclaration au conseil municipal. On a tous été profondément affectés, touchés par ce qui s'est passé. Et je voudrais le redire aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, mais je crois qu'il faut le répéter, qu'il faut le dire et qu'il faut condamner très fermement ceux qui sont responsables de ça. Et je vais le redire encore aujourd'hui, parce que plus on sera nombreux à le faire et plus on sera entendu, je veux condamner aujourd'hui très fermement
la CCAT, qui est responsable de ces exactions, qui nous a mis dans cette situation, qui a traumatisé des milliers de foyers calédoniens et qui continue de traumatiser encore aujourd'hui des milliers de familles mondoriennes. J'espère, Monsieur le maire, que toutes les exactions qui ont été engendrées, ces actes de terrorisme, seront tous poursuivis par la mairie. Et j'espère qu'on se montrera tous solidaires dans les actions que vous allez entreprendre pour que tous ceux qui sont responsables de ça soient condamnés et soient jugés pour le traumatisme qu'ils ont imposé à toutes les familles calédoniennes. L'impact sur notre vie quotidienne, et on le voit aujourd'hui avec l'examen du budget modificatif, l'impact va être considérable. Je ne sais pas si on se rend compte vraiment du cataclysme social que nous allons tous subir. On a déjà là un aperçu de l'impact financier sur la collectivité, avec forcément, il faut le dire, même si j'entends les propositions que vous faites pour maintenir un niveau de service, il faut le dire aux gens, le service public va être impacté, le niveau de service va baisser. Ça va être dans l'accompagnement des familles, ça va être dans l'accompagnement à la sécurité, ça va être dans le transport, ça va être dans l'accompagnement à l'emploi. Il va y avoir une forte baisse du service public. Il va y avoir également une baisse, et on le voit déjà, du service sanitaire. Moi, j'ai une pensée pour toutes les familles qui se trouvent du côté de Mondor Sud et qui aujourd'hui doivent faire face à des problématiques sanitaires graves. Encore dimanche, il s'est passé une chose horrible à l'EHPAD des Hibiscus. Une petite dame qu'on a laissée agoniser toute une nuit parce que personne ne pouvait venir la récupérer pour l'emmener au Médipôle. Et des exemples comme ça, on en a plein. Et il y a des gens qui vont mourir à cause de cette situation. Et j'espère bien que ceux qui sont responsables de ça vont être également poursuivis pour homicide involontaire. C'est extrêmement grave de laisser des gens coupés du monde mourir à petit feu. Et puis on va avoir un impact économique, et merci pour les propositions que vous avez faites pour l'espace de travail partagé, pour aider nos entreprises. Mais moi je pense à toutes nos entreprises qui sont à la coulée, qui n'ont plus de travail, nos mécaniciens, nos entreprises qui aident au quotidien les Mondoriens du Sud. Tous ces gens-là n'ont plus de travail. Et puis enfin, je pense aussi au traumatisme qui nous a été imposé. Comment est-ce qu'on va vivre ensemble maintenant avec ce qui s'est passé et qui continue de se passer? Avec les insultes, avec les maisons qui ont brûlé, avec les gens qui ont été agressés, 58 carjacking au niveau de la coulée. Comment est-ce qu'on va reconstruire ça? Je crois qu'on a une grosse responsabilité, nous les élus du conseil municipal, pour travailler sur ce sujet-là. Ça va bien au-delà de l'impact financier. C'est comment on envisage au Mont-d'Or, dans une commune qui est extrêmement mixte, avec des logements sociaux, avec des quartiers qui sont encore isolés, où il n'y a plus de routes. Comment est-ce qu'on va demain vivre ensemble? Est-ce qu'il y a une volonté aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une volonté aujourd'hui des indépendantistes de continuer à vivre avec nous? Parce que la démonstration aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent pas de nous. Et je le dis parce qu'on est dans un conseil municipal où normalement on devrait avoir des élus indépendantistes avec qui on devrait parler aujourd'hui et qui ne sont pas là. Comment on va faire pour travailler avec eux? Est-ce qu'ils ont encore envie de travailler avec nous? Et c'est la question que j'avais envie de leur poser aujourd'hui. J'avais envie de demander à M. Pidgeot, est-ce qu'il a encore envie de faire quelque chose avec nous? Enfin, voilà, Monsieur le maire, c'est ce que je voulais exprimer aujourd'hui. Alors certes avec beaucoup d'émotion. Je voulais également avoir vraiment un remerciement énorme du fond du cœur pour le travail que les agents de la mairie ont effectué, chacun à leur niveau, que ce soit au niveau des navettes, que ce soit au niveau de l'accompagnement des personnes âgées, le CCAS, la caisse des écoles, et puis vraiment un remerciement, mais vraiment très fort pour notre police municipale et nos pompiers. Je sais que ça a été extrêmement compliqué pour eux, que beaucoup ont exercé leur droit de retrait, et je les comprends parce que la situation, elle était invivable.
C'était extrêmement dangereux. On sait qu'ils n'ont pas forcément les équipements, qu'ils sont pas forcément capés pour ce genre d'événements. Et je crois qu'eux-mêmes ont été très frustrés de ne pas pouvoir jouer leur rôle. Et je voudrais vraiment leur apporter mon soutien aujourd'hui. J'espère qu'on aura une pensée budgétaire et financière particulière pour notre service de sécurité, parce qu'on va en avoir énormément besoin. Donc j'espère qu'on mettra tout en œuvre, tant au niveau des emplois qu'au niveau des équipements, pour pouvoir les accompagner au mieux et qu'ils n'aient pas peur d'aller sur le terrain. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et bien entendu, Monsieur le maire, vous apportez notre soutien dans l'adoption malheureuse de cette modification budgétaire qui nous fait perdre quelques centaines de millions, un impact énorme de 20% sur nos recettes de fonctionnement, et vous apportez notre soutien, et on va voter bien entendu favorablement cette modification budgétaire. Merci. Je vous remercie, madame, pour vos mots. Je pensais, quand je clôturais le conseil, je dirais un petit mot également. Je pensais, je ne l'avais pas précisé en début de séance, mais je voulais pas qu'on soit trahi par l'émotion justement de cette situation, pour pouvoir travailler au mieux nos délibérations et à la fin parler. Mais je crois que c'est important. Vous avez eu raison de le dire. Moi, je l'ai fait encore ce matin en réunion de groupe avec mes élus, parce que c'est compliqué d'essayer de comprendre ce qui se passe sur la commune, qui est très grande, avec un territoire au nord, un territoire au sud, coupé par Saint-Louis, phénomène Saint-Louis, entre parenthèses, qui nous a permis de redemander, de développer une demande auprès au Sahara, auprès de l'État. Ça sera dans quelques jours fait auprès du président de la République pour dire il nous faut impérativement cette route, impérativement. Je veux dire, aujourd'hui, on nous a fait la preuve que c'était justifié, qu'on ne pouvait pas au Mont d'Or vivre décemment sans cet équipement majeur. Voilà. Donc on en reparlera d'ici quelques temps, peut-être qu'on fera une lettre en commun au président de la République. Mais en tous les cas, ça nous a au moins, dans tout ce malheur, apporté la certitude qu'il fallait mettre cet équipement en place. Beaucoup d'émotions également avec mes élus, qui sont sur place, comme vous dites, tous les jours. Pour parler calédoniens qui en prennent plein la figure, entre les gens excédés, entre les gens fatigués, entre les gens qui comprennent pas la situation. On demande à la mairie de garantir le même niveau de service, vous l'avez rappelé. Mais en même temps, on demande à la mairie, à ses services, d'aller dans un domaine qui n'est pas le nôtre, de faire de la compétence des autres collectivités. Et je remercie la province pour la mise en place des navettes. C'était dans le protocole qui avait été établi depuis plusieurs années, que la province, le gouvernement, ça a duré une semaine, ces engagements, et qui ont été tout de suite annulés, puisque c'était la prise en charge des barges. Et il faut savoir que ça a été pris, c'est pris aujourd'hui sur le budget propre de la commune. Donc aujourd'hui, non seulement on fait la stratégie, je remercie le secrétaire général, les secrétaires généraux pour leur travail, mais vraiment au quotidien auprès des commerces, parce que malheureusement, il faut réussir à regrouper tout le monde. Aujourd'hui, on a un gros point de blocage sur l'arrivée des personnes le matin aux navettes, 3h30 pour certains, pour prendre une navette à 7h, donc voire plus tard. Donc c'est extrêmement compliqué. Des navettes privées qui ont pris aussi le relais, mais on s'aperçoit que ces navettes privées circulent dans des conditions de sécurité qui sont pas toujours à la hauteur du droit, de la loi. Donc il faut qu'on veille à ce que tout ça se passe bien. Des conditions météo, vous savez bien, en hiver, on a des conditions d'OS souvent. Donc vous avez vu 4 fois les navettes ont été arrêtées sans pouvoir prévenir la population qui la prend. On a mis cependant rapidement les écoles en route. Je peux vous dire juste qu'on a encore sur l'ensemble de la commune 25% des enfants qui n'ont pas repris l'école, ce qui est énorme, considérable, catastrophique. Et ça, on doit le prendre vite en compte. On doit
Donc certains sont partis, certains ont peur de reprendre, d'autres ne vont pas reprendre, etc. Donc les services de la ville vont s'associer aux services de la province pour essayer d'aller chercher le dernier gamin, essayer de lui faire comprendre que l'école c'est de la chance, c'est la réussite et puis c'est surtout la sécurité. Voilà, les personnes âgées qui ont, comme vous dites, on a essayé de ne pas oublier parce que souvent des gens discrets qui sont chez eux, qui sont cachés, qui parlent pas, qu'on n'entend pas et qui ont été mis de côté pour certains, qui ont été oubliés. Et à côté de ça, l'énorme solidarité territoriale, la solidarité des différentes organisations qui sont venues aider. Je pense à la Banque alimentaire, je pense à toutes celles et tous ceux qui nous ont demandé de transporter leurs colis, des tonnes de colis, enfin les produits pharmaceutiques, les aliments pour les animaux. Je rappelle que le Sud est un gros producteur de fruits et légumes. Il a fallu rapatrier avec l'aide de la Chambre d'agriculture, voire la Chambre de métiers, de commerce, un certain nombre de contingentements de produits. L'eau du Mont d'Or, qui est quand même le fleuron sur notre commune, et j'en passe. Et ça a été comme ça tous les jours. Et c'est encore tous les jours. Cette angoisse, vous l'avez très bien dit, Madame Julier, hein, la résilience des Mondoriens est exceptionnelle. Moi, et aujourd'hui, cette résilience, elle nous oblige à être encore meilleurs. Voilà. Vous verrez que malgré les 700 millions qu'il a fallu trouver pour équilibrer ce budget, on a conservé. On aurait pu encore aller plus loin parce que là, c'est difficile cette année, mais je pense que l'année prochaine, ça sera encore plus difficile. Voilà. Alors, si on n'a pas un État qui vient comme il vient pour les barges, comme il vient en aide pour les navettes, puisqu'il vient aussi également en aide sur les navettes, si on n'a pas un État généreux, eh ben encore une fois, on ne pourra pas nous se relever. Alors après, vous l'avez bien dit, sous l'angle politique des choses, on est une commune multiple, le Mont d'Or. Je crois qu'on y croit tous, on est des élus. Alors il y a des jours c'est plus difficile que l'autre, pour vous comme pour le maire, mais si nous on lâche, et je ne crois pas que dans cette assistance, il y en a qui ont envie de lâcher, eh ben ça va être difficile derrière. Donc non, on a un conseil qui est uni, je vous en remercie. Je remercie Monsieur Sarro. On a commencé à travailler sur les logements sociaux, voir comment on va s'organiser. Donc on a reçu cette semaine les opérateurs sociaux. Comment on va pouvoir regarder des gens qui ont tout détruit? Est-ce qu'on va les conserver dans nos quartiers? Est-ce qu'on va les conserver dans nos barres d'immeubles? Moi, je vous jure que c'est très compliqué. Et pourtant, voilà, on va avancer, on va faire. Alors, est-ce qu'il faut refaire la même chose qu'on a fait pendant 30 ans, pensant que, ou est-ce qu'il faut faire différemment? Ben, je pense que chacun dans son milieu débattra. En tous les cas, moi ce que je pouvais dire, c'est que la population, elle pourra compter sur l'appui de la ville, mais dans la limite de ses moyens. On a rajouté de l'argent au CCAS il y a quelque temps pour pouvoir aider, mais ça sera toujours pour pouvoir aider. Ça ne sera pas pour pouvoir payer les factures des gens. Chacun devra être responsable également dans sa sécurité, dans sa situation. Mais c'est pas de dire, comme j'ai entendu, ben on va baisser les loyers, on paiera plus la cantine, on paiera plus. Moi, j'accepterai pas que des gens viennent bénéficier des services de la ville gratuitement sans payer. À ce moment-là, il y a des bourses qui existent. Donc, on va faire les demandes de bourse, on va faire les demandes qui sont aux opérateurs sociaux, et à ce moment-là, derrière, la ville aidera. Mais il n'est pas question qu'il y en a parce qu'ils ont décidé qu'ils avaient plus rien. Que, voilà. Donc, on travaille à tout ça. Aujourd'hui, j'espère que chacun dans les commissions travailleront sur le même objectif, faire en sorte le plus vite possible de nous débarrasser de ces mauvais jours. Moi, j'en veux beaucoup, comme vous, à ces gens qui ont semé des ordres. Le commissaire, le procureur de la République se sont engagés à faire les poursuites qu'il faut. Donc je laisserai la justice faire ce qu'elle a à faire. Et moi, en tous les cas, je ne regarderai pas avec dédain qui que ce soit. Je continuerai à être l'homme que je suis. Et c'est ce que je demande à chacun.
On va pas devenir nous-mêmes des bêtes ou des animaux parce que certains se sont conduits comme ça. C'est inadmissible ce que s'est passé sur certains foyers. Mais en même temps, nous, on doit progresser. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais vous dire, cette espèce de message d'espoir. Je suis pas un naïf. Voilà. À chaque fois que on aura l'occasion de donner notre avis pour un départ ou non de la commune d'un administré, moi je le ferai avec toute la rigueur qui s'impose. En tous les cas, on verra plus tard en détail encore le budget, mais nous on arrive au bout de l'exercice. Hein. Enfin, vous l'avez vu dans les... je crois qu'à un moment, si derrière on nous aide pas, si la Nouvelle-Calédonie ne retrouve pas sa marge, eh ben c'est clair que demain il faudra abaisser considérablement notre fonctionnement et en particulier l'emploi sur cette ville. Mais à ce moment-là, si une commune elle peut pas faire le minimum, une commune de 28 000 habitants quand même, hein, nous on n'est pas un quartier bas de la ville, on est 28 000 dans 12 000 personnes de l'autre côté de Saint-Louis. Si on peut pas minimum faire ce qu'une commune doit faire, ben écoutez, faut remettre en question peut-être le système, hein, mais encore une fois, la Nouvelle-Calédonie et les provinces doivent se rappeler que ceux qui sont le plus près des habitants, eh ben, ce sont vous, mesdames et messieurs, les conseillers municipaux, les directeurs, chefs de service au quotidien. Voilà. Donc, je vous remercie pour ce mot un peu long. S'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole sur ce sujet comme sur le budget, et le bienvenu. Monsieur Sao, c'est bon pour vous? C'est bon? Voilà. Je vais passer... Ah, allez-y. Merci, Monsieur le maire. Bien évidemment, je partage avec vous les émotions évoquées par nos collègues, notamment concernant notre commune. Je suis d'accord avec vous que sur le fait que c'est pas une vie ce qu'on est en train de vivre en ce moment, notamment pour la partie sud de notre territoire qui est complètement isolée, complètement coupée du reste du monde, parce que quand il y a les coups d'ouest, on est véritablement coupé du reste de la Nouvelle-Calédonie, et c'est une situation qui est inadmissible et que nous condamnons tous très fortement. Je suis heureux, Monsieur le maire, que vous gardiez de l'espoir pour la poursuite et la volonté de construire ensemble notre collectivité et notre commune. Je crois que c'est important que nous soyons aussi porteurs d'espoir, même si on ne dit pas ça en étant des bisounours, hein, même si j'ai la taille pour être bisounours, mais je dis tout simplement que l'envie, elle doit être plus forte, l'envie de reconstruire et l'envie de continuer à vivre ensemble, parce que nous sommes intimement liés à cette terre du Mont d'Or. Et si il n'y a que des symboles qui peuvent encore nous raccrocher et nous permettre de vivre ensemble, eh bien, j'espère que la prochaine réunion du conseil municipal se tiendra à Ploum, parce qu'on a un bâtiment là-bas à Ploum qui s'appelle la mairie annexe, où on pourrait accueillir ce genre de réunion, et ça montrerait notre volonté de faire cohésion et de ne pas mettre de côté la population du Mont d'Or Sud, même si ça a été écrit dans le rapport de la commission, ce que je vous suggérais la dernière fois, Monsieur le maire, mais c'était par votre présence, d'aller aussi dans la partie sud, de vous montrer présent, même si vous avez des élus et des adjoints qui sont coincés aussi de l'autre côté, mais le fait que vous soyez présents avec nous dans la partie du Mont d'Or Sud, ça peut rassurer et puis essayer de renforcer et de diffuser cet espoir que vous voulez porter au sein de la commune. Bien évidemment, les ajustements au niveau du budget doivent traduire cette envie de poursuivre, cette envie de construire tous ensemble. Je salue ici les refléchages du budget qui ont été opérés, notamment sur les opérations concernant l'aménagement du conseil municipal, le parcours du cœur et puis tout le circuit qui devait se faire sur Saint-Michel-Robinson, qui sont finalement sacrifiés cette année, plutôt orientés vers la darse du Vallon d'Or. L'utilité aujourd'hui, elle est évidente. Bien évidemment, on suivra avec une très forte attention sur les discussions qui seraient amenées à la construction de cette deuxième route, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'elle est vitale. Elle est vitale parce que c'est pas normal que les médecins ne puissent pas circuler facilement
plus facilement qu'ils ne le font aujourd'hui. Ce n'est pas normal que les 12 000 habitants de la partie sud ne peuvent pas avoir accès à des soins d'urgence à n'importe quel moment de la journée ou du week-end. On a l'impression vraiment de vivre dans la bande de Gaza, aux conditions dans lesquelles on est. Le verrou de sécurité qui a été installé à Saint-Louis, ça symbolise, mais ça matérialise encore plus la coupure qui existe entre notre partie à nous et le reste du territoire. Donc j'espère que ce verrou sécuritaire trouvera assez rapidement son dénouement. Et même si j'ai envie de remercier les services de l'État, je voudrais que l'État aussi accélère un peu plus dans sa sécurisation de la route de Saint-Louis, parce qu'il est quand même encore le responsable de l'ordre public et de la sécurité des citoyens. Et je trouve inadmissible aussi qu'au bout de 3 mois, bientôt, l'État n'a toujours pas réussi à rétablir l'ordre, malgré toutes les forces, malgré tous les moyens qui ont été déployés sur le reste du territoire. On a vraiment l'impression de vivre dans deux territoires différents. La vie reprend ailleurs, la vie reprend à Dambéa, même si elle a été meurtrie par les exactions. La vie, elle reprend à Païta aussi, mais la vie ne reprend pas encore chez nous, dans la partie sud du Mont-d'Or. Donc oui, il faut saluer les actions qui ont été menées, mais il faut aussi dénoncer la lenteur de la réaction et la lenteur aussi dans le rétablissement de l'ordre public sur cette route de Saint-Louis qui nous permettrait de vivre et de reconstruire aussi assez rapidement, comme toutes les autres communes le font, sauf nous, parce qu'on est encore coincé derrière une seule route. Donc voilà, Monsieur le maire, ce que je voulais partager avec vous. Bien sûr, saluer toutes les actions qui ont été menées par les agents, et puis rectifier encore un petit peu sur le rapport de commission. Loin de là l'idée de faire une guerre entre les collectivités, mais juste saluer que l'accueil qui est fait, notamment sur la darse du Vallon d'Or, elle est saluée par les administrés, et c'est en cela que je voulais encourager les agents, même s'ils connaissent des difficultés. Si on peut avoir un soutien financier pour les agents en matière de sécurité, mais il faudrait voir aussi les agents qui ne sont pas dans la filière sécurité, mais qui assurent le service public, comment une bonification ou système de primes, je ne sais pas comment ça peut exister, par rapport au travail qui est fourni et la disponibilité surtout pour pouvoir rassurer les administrés. Saluer aussi les adjoints qui sont de l'autre côté, qu'on voit souvent et qui poursuivent le travail de proximité, notamment sur le marché du Wharf du Vallon d'Or, où ils sont présents et ils continuent de discuter avec la population pour essayer de maintenir ce lien social. Et puis, pour terminer, Monsieur le maire, puisque vous l'avez évoqué, je voudrais vous encourager à soutenir les opérations sur le logement social, parce qu'il est aujourd'hui très pointé du doigt et même dénigré comme étant le seul responsable des exactions qui ont été commises. Je viens juste rappeler que les opérateurs sociaux, ce sont des opérateurs au service des collectivités publiques, au service d'une politique, des politiques publiques de la Nouvelle-Calédonie en matière de logement et d'habitat, mais qui ne peuvent pas être le bouc émissaire des exactions qui ont été commises. Donc quand je vous entends et que vous voulez soutenir les opérateurs sociaux, je ne peux être que heureux de vous l'entendre dire. J'espère que vos collègues maires l'entendront aussi, parce qu'aujourd'hui on est pointé du doigt. Comme je l'ai dit et je le rappelle, on n'est pas les seuls responsables de la politique publique de l'habitat et du logement en Nouvelle-Calédonie. On a été des opérateurs au service des collectivités. Et s'il y a défaillance aujourd'hui des opérateurs sociaux, c'est qu'il y a d'abord défaillance de politique publique en matière de logement social ici en Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement dans l'agglomération. Je vous remercie. Merci, M. Sao. Merci. Donc, plus d'intervention. Donc, avant de mettre... Ouais, moi, je peux parler, ouais. Je vais mettre, avant de mettre la délibération aux voix... avant de vous la lire, pardon. Je vais d'abord lire la délibération, puis après, il y aura les opérations. Je vais lire la délibération. Sur la première délibération. Non, il y avait 6. Excusez-moi. On va faire les déclarations de vote si on a sur les 6 délibérations. Monsieur Alguerès. Non, mais vous pouvez y aller. Hein. Non, parce que je passe après tout le monde. Mais du coup, j'ai un peu de mal quand même à rebondir, parce que là, vous allez nous faire verser des larmes tous, là, et... Voilà. Moi, je vais quand même retenir le conseil municipal uni, donc ça, c'est super, parce que ça arrive pas souvent. Et moi, je vais faire le vœu que ça continue sur les 18 mois qui nous restent
parce que c'est quand même bien ça. Ça évite de se torcher tous. Alors, je vais quand même lire un peu ma petite déclaration de vote, même si vous avez dit quand même beaucoup de choses déjà. Après la crise Covid, la période référendaire et la crise institutionnelle économique, l'usine du Sud, les aléas climatiques, la Nouvelle-Calédonie traversent depuis le 13 mai dernier une crise sans précédent dont l'ampleur sur les budgets des collectivités, sur tout le tissu économique, mais aussi surtout sur le quotidien de nos populations est à ce jour bien loin d'être appréhendée à sa juste mesure. Dans un document présenté le 22 juin dernier au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement a estimé le coût de la crise à 265 milliards de francs. La facture des pertes de recettes fiscales, de cotisations sociales et de taxes douanières liées à la destruction du tissu économique est estimée à plus de 40 milliards de francs. De plus, et de façon provisoire, ce sont au total 700 entreprises qui ont été incendiées, pillées ou dégradées, et le coût estimé pour le secteur privé s'élèverait à 145 milliards. Les collectivités publiques ne sont pas en reste et pour lesquelles le coût de la crise est estimé à plus de 35 milliards de francs. De plus, avec plus de 20 000 personnes au chômage, total ou partiel, la crise sociale et sociétale qui s'annonce nous oblige à revoir le budget primitif 2024 de la ville. Face à cette situation, il nous faut réagir de manière déterminée et proactive. Notre ville du Mont-d'Or a aussi subi son lot de dégradation d'infrastructures publiques et privées, de commerces pillés et incendiés. À ce jour, la situation au Mont-d'Or n'est toujours pas réglée. Et je pense notamment à tous les administrés du Mont-d'Or Sud, dont le quotidien est fortement perturbé, le mot est faible, et qui font preuve d'une résilience hors du commun. Cette situation est très préoccupante et l'intervention de l'État est régulièrement sollicitée. Nous devons être à la hauteur de leur courage et de leur détermination. Leur résilience nous encourage. Face à cette situation, notre priorité est de répondre aux besoins urgents de la population mondorienne et pour que la ville continue d'assurer au mieux sa mission de service public dans un contexte difficile. C'est pourquoi il vous est proposé de voter un budget construit sur 3 axes prioritaires, la sécurité, la solidarité et le soutien à l'économie mondorienne. Le budget primitif 2024 de la ville du Mont-d'Or a été modifié en profondeur et des ajustements importants ont été nécessaires pour maintenir l'équilibre budgétaire. Ce budget rectificatif vient compenser la perte conséquente en recettes de fonctionnement de plus de 546 millions de francs. Une diminution des produits du Fonds intercommunal de péréquation de plus de 373 millions. La ville subit aussi une perte de 100 millions sur les centimes additionnels. Les dépenses de fonctionnement ont donc été réduites de manière substantielle. Optimisation des coûts et rationalisation des dépenses ont été 2 maîtres mots et ont ainsi permis de diminuer de plus de 132 millions de francs les charges à caractère général, tout en maintenant les opérations déjà engagées. Une trajectoire nécessaire et courageuse a été redéfinie concernant les charges de personnel. C'est donc bien dans une approche stratégique et équilibrée pour maintenir l'efficacité opérationnelle des services de la ville, tout en réduisant les coûts que nous proposons une diminution de plus de 126 millions de charges du personnel. Ces ajustements, bien que difficiles, sont impératifs. Ils reflètent notre engagement dans une gestion des deniers publics responsable. Après la crise dont nous subissons encore les répercussions, ces ajustements budgétaires auront un impact sur nos finances, et ce pendant encore plusieurs exercices. En effet, il sera plus que nécessaire de prioriser nos actions et notre politique en effectuant des choix stratégiques encore plus affinés pour équilibrer le budget, tout en répondant aux besoins immédiats des administrés. Donc notre groupe votera cette décision modificative. Je voulais dire quelque chose d'autre, mais j'ai oublié ce que c'était. Alzheimer me guette. Non, je voulais dire, on parlait du côté social. Moi, au niveau de mon boulot, on voit cette répercussion impressionnante depuis un mois. Pour tous ceux qui ne le savent pas, je travaille au contrôle médical à la CAFAT. Et depuis un mois, on me demande de donner des avis, enfin, c'est pas depuis un mois, c'est depuis plusieurs années, on me demande de donner des avis sur du médical, donner un avis médical sur les demandes des professionnels, des prestataires, de beaucoup de choses. Et en fait, depuis un mois, on s'est rendu compte que toutes ces demandes qui arrivaient n'étaient plus médicales, n'étaient plus des demandes médicalement justifiées. C'était des demandes qui étaient socialement justifiées. On nous demande des transports en VSL, ben oui, parce qu'il n'y a plus de bus. Ben on ne peut pas payer des VSL parce qu'il n'y a plus de bus.
on nous demande des compléments alimentaires parce qu'il n'y a plus de prise en charge de bons d'alimentation dans les CCAS parce que les familles sont éclatées, les gens n'ont plus de travail, les familles qui s'occupaient un peu de leurs vieux ne peuvent plus venir, donc on nous demande de compenser ces repas en demandant à la CAFAT ou à l'aide médicale de payer des compléments nutritionnels. Et c'est très difficile pour moi parce que, pour nous, je ne suis pas tout seul, parce qu'on est obligé de dire non. On est obligé de dire non parce que notre avis doit être médical, il ne doit pas être social. Et on se retrouve confronté à ça et on va être de plus en plus confronté à ça, à devoir dire non tous les jours à des gens qui ont besoin de se déplacer, qui vont avoir faim ou qui vont avoir un problème quelconque, mais où on ne pourra pas payer parce que déjà les caisses sont vides et que même s'il y a quelque temps on faisait encore l'effort quand on voyait que c'était un peu borderline de dire social, on voit bien que c'est plus social que médical, mais on va le valider quand même, voilà. Et là aujourd'hui, c'est non. C'est non parce que c'est juste pas possible, on n'a pas les moyens financiers, on peut plus se permettre ça, et que si on commence à dire oui sur le social, on est foutu. Voilà, moi aussi je vous fais verser une larme, il n'y a pas de raison que vous soyez les seuls. Merci, monsieur Aguirre. Donc je vais mettre je vais vous lire la délibération, décidément. Donc il y a 6 délibérations. Donc la première qui porte décision modificative numéro 1 du budget principal de l'exercice 2023, donc cette DM 2024, tel que présenté dans les documents joints en annexe, est adoptée et est arrêtée par chapitre, comme ci-dessous. Alors dans le section de fonctionnement tant en recettes qu'en dépenses, budget 2024 avant la décision modificative 3 860 740 724 francs, moins, ce qui concerne la DM1, 546 532 937 francs, ce qui porte le budget 2024 après DM à 3 314 207 300. 3 314 207 787 francs. Pour la recette d'investissement en recettes et en dépenses. Donc, budget 2024 avant DM, 1 810 378 854 francs, moins DM1, 250 835 450 francs, ce qui porte le budget après DM à 1 559 543 404 francs. L'article 2 est autorisé la diminution de 34 870 000 francs des subventions d'exploitation au chapitre 657, subventions d'exploitation. Donc, il porte ce chapitre qui était de 516 495 580 francs, moins donc les 34 870 000 francs, ce qui porte après DM le poste à 481 625 580 francs. L'article 3, c'est pareil, c'est autorisé l'augmentation de 15 183 032 francs des charges exceptionnelles au chapitre 67, charges exceptionnelles, donc qui était de 21 480 000, donc, et qui le porte à 36 663 032 francs. L'article 4 est autorisé la diminution de 55 millions des constitutions de provisions en chapitre 68, dotation aux provisions, donc qui finalement amène le chapitre à 0. Article 5 est autorisé la diminution de moins 1 274 203 francs des subventions d'équipement aux établissements, chapitre 204, subventions d'équipement versées, ce qui porte le chapitre de 75 665 222 francs à 74 391 019 francs. Article 6, article de recours. Article 7, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Avis favorable du Conseil. Je vous remercie. La deuxième délibération qui porte décision modificative numéro 1 du budget annexe O de l'exercice 2024.
Donc, dans son article 1er, la DM1, budget annexe O de la ville du Mont-d'Or de l'exercice 2024, tel que présenté dans les documents joints en annexe, est adopté et arrêté par chapitre comme ci-dessous. Donc, en section fonctionnement, recettes, dépenses, donc, qui était de 86 952 729 francs, passe après DM à la même montant, puisqu'il n'y a pas de modification. Par contre, dans la section d'investissement, recettes en dépenses, qui était de 192 935 184 francs, passe à 110 50 783 francs. Le total de ces opérations individualisées passe donc à 195 960 184 francs. Article 2, article de recours, article 3, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre, qui s'abstient, avis favorable du Conseil. La troisième délibération porte décision modificative numéro 1 du budget annexe ordures ménagères de l'exercice 2024. Dans l'article 1er, elle a adopté, arrêté par chapitre comme ci-dessous. Dans la section de fonctionnement, recettes, dépenses, donc, qui était de 368 500 000 francs, passe à 359 183 032 francs, après une diminution de 9 316 968 francs. Et dans la section investissement, cette fois-ci en recettes et en dépenses, passe de inchangé, qui était de 14 908 626 francs. L'article 2 est autorisé l'augmentation de 18 683 032 francs des produits exceptionnels, chapitre 77, produits exceptionnels, donc qui passe de 11 millions à 29 683 032 francs. Article 3, article de recours, article 4, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Avis favorable du Conseil. La prochaine délibération, donc, autorisant le versement d'une subvention d'équilibre au budget annexe des ordures ménagères 2024, donc, est autorisé à l'article 1er le versement d'une subvention de 18 683 032 francs au chapitre 77 produits exceptionnels, ce qu'on a vu. Donc, avant DM, il n'y avait rien. Avec DM1, il y a 18 683 032 francs. Article 2, le crédit nécessaire sont prévus au chapitre 67, charges exceptionnelles du budget principal 2024. Article 3, article de recours. Article 4, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Avis favorable du Conseil. Et puis, bien sûr, on a aussi les différentes APCP, autorisation de programme et de la décision modificative numéro 1 du budget. Donc, vous avez l'article 1, sont approuvées les modifications des autorisations de programme listées ci-dessous dans les fiches individuelles, sont annexées à la présente délibération. Donc, vous les avez toutes répertoriées, comme d'habitude. Article 2, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours. Article 3, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre, qui s'abstient, avis favorable du Conseil. Et enfin, la dernière délibération qui concerne, pareil, les autorisations de programme de la DM1, du budget, cette fois-ci, haut de l'exercice 2024. Article 1er, sans approuver les modifications de ces autorisations de programme, qui sont listées ci-dessous dans les fiches individuelles, sont annexées à la présente délibération. Donc, il n'y en a qu'une. C'est la 3317, réservoir de Robinson, qui a été modifiée. Article 2, article de recours. Article 3, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre, s'abstient, avis favorable du Conseil. Nous allons passer au point suivant. Je ne sais pas où je l'ai mis. C'est le DSP, principe du mode de gestion. Le principe de mode de gestion du service de distribution publique de l'énergie électrique. C'est qui? Nicolas. Je vais demander à M. Oxford de nous faire un petit peu l'analyse rapide de ce dossier, s'il vous plaît.
Oui, bonjour à tous. Effectivement, la délégation de service public d'électricité actuelle, qui date depuis le 1er août 2005, s'achève le 31 juillet 2025. Et dans ce cadre, il était nécessaire de lancer une procédure de consultation pour pouvoir renouveler cette concession. Donc les travaux ont été lancés de concert avec un assistant de maître d'ouvrage, qui est un groupement d'entreprises que la ville a missionné en début d'année 2024, composé d'un bureau d'études local, d'un avocat local et d'un bureau d'études spécialisé métropolitain. Cette procédure, elle s'étend sur quasiment 18 mois, avec une première phase qui consiste à développer les axes stratégiques de la future délégation, avec des visites d'ouvrage, avec des audits du dispositif actuel, audits techniques, juridiques, financiers, avec qui ont suivi des propositions de choix stratégiques et un choix du principe du mode de gestion. Ça, c'est la phase 1. À laquelle on se situe aujourd'hui. Ensuite, il y a 2 autres phases. Une phase 2 qui concerne la consultation des entreprises qui seront appelées à répondre à cette délégation. Et la 3e phase concernera la mise au point du contrat et rendre ce contrat effectif dès le 1er août 2025. Dans le cadre de du contrat, deux possibilités techniques s'offrent à la commune du Mont d'Or, qui ont été détaillées pendant la CCSPL et pendant la commission financière. Un scénario 1 qui concerne un mode de gestion par une concession de service public, et un scénario 2 qui concerne la mise en place d'une société d'économie mixte à opérateur unique. Donc chacune de ces solutions a ses avantages et ses inconvénients qui ont pu être détaillés. Je ne prendrai pas dans le détail, ils sont bien détaillés dans le mémoire. Ce qui est proposé, c'est de retenir le scénario 1, c'est-à-dire la concession de services publics, qui permet de répondre à de nombreuses attentes de la commune, qui en soi n'a pas les compétences humaines, techniques et les moyens financiers pour pouvoir porter une telle charge. Donc l'idée est de pouvoir déléguer cette gestion à un concessionnaire pour les 15 prochaines années. Alors, il a été fait le choix effectivement de partir sur une convention de délégation de service public, et il a été aussi proposé une durée de contrat de 15 ans, qui est une durée qui nous permet d'avoir les avantages, trois principaux avantages. Le premier, c'est de permettre à la collectivité de conserver une certaine réactivité vis-à-vis des nouveautés réglementaires, techniques et financières, pour réduire le risque de passation d'avenant pendant une durée de contrat trop longue. Ça permet aussi de préserver ses intérêts par une mise en concurrence régulière. Et la durée de 15 ans nous permet aussi de pouvoir maintenir un niveau d'investissement suffisant pour répondre aux attentes de la ville, qui sont attentes d'enfouissement de réseau, de déploiement des compteurs de nouvelle génération, et de également améliorer la vulnérabilité du réseau. Merci. Y a-t-il des observations sur cette délibération? Juste vous dire qu'il y a... Oui, monsieur Sao, je vous en prie. Oui, merci, monsieur le maire. Ça n'a rien à voir avec l'électricité, mais comme vous avez évoqué tout à l'heure les exactions qui ont été commises sur les coupures des lignes électriques, est-ce qu'on a eu les mêmes cas concernant l'adduction d'eau potable sur la ville? Parce que je sais que dans certaines communes, ils ont essayé de couper les conduites d'eau. Donc, est-ce qu'on a eu cette difficulté-là aussi à gérer au niveau de la commune? Oui, dans la première semaine, sur la coulée, on a eu une pelle qui a cassé une conduite, et ça a été réparé tout de suite, rapidement. Mais ça a été la seule. Apparemment, on a le sentiment que c'était pas une demande de la CCAT de casser les réseaux d'eau, d'électricité, puisque beaucoup de communes ont été épargnées. Donc je pense que c'était pour épargner la population, voilà, pour pas que la revendication soit totalement, je pense, passée comme négative auprès des gens. Voilà. Donc ils ont essayé de moins toucher la population. Mais bon, vous allez voir le résultat, c'est qu'on a touché quand même tout le monde dans sa chair et dans son porte-monnaie.
Voilà. Donc vous avez la commission de la CCSPL qui a été rendue, qui est une obligation. Donc Madame San Mohamed, si vous pouvez nous lire les observations de la commission de l'administration générale, s'il vous plaît. Alors, Monsieur le maire a souhaité connaître le calendrier prévisionnel. Monsieur Oxford en a donné les grandes lignes. La phase 1, les axes stratégiques de la DSP, de février à août 2024, avec la visite des ouvrages, les audits techniques, juridiques et financiers du contrat en cours, l'accompagnement de sortie de la DSP, la proposition des choix stratégiques, le choix du principe de mode de gestion de la durée du contrat. Pour la phase 2, qui concerne la consultation des candidats à la DSP de septembre 2024 à avril 2025. Ensuite, la phase 3, la mise au point du contrat de DSP et le choix du délégataire de mai à juin 2025. Monsieur Sao a souhaité savoir pour quelle raison la durée du contrat proposée de 15 ans et pas moins. Monsieur Oxford a répondu que c'est la durée minimum prévue par le cahier des charges, type du 19 février 2019, qui prévoit une fourchette entre 15 et 25 ans pour tenir compte de la durée d'amortissement des investissements. Monsieur Sao demande si la commission consultative des services publics locaux devra se réunir une nouvelle fois. M. Oxford a répondu par la négative. C'est la commission de délégation de services publics qui se réunira pour, tout d'abord, l'ouverture des dossiers de candidature, ensuite l'analyse des candidats et sélection des candidats admis à présenter une offre, et une dernière réunion pour l'examen des offres initiales et la formulation d'un avis. L'analyse des offres finales après les négociations et le choix de l'entreprise retenue n'est pas du ressort de cette commission, mais de M. le maire ou son représentant. Le projet de délibération a reçu un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Je vous remercie. Avant que je lise la délib, y a-t-il des observations? Pas d'observations. Je vous lis la délibération qui porte attribution du principe de mode de gestion du service de distribution publique de l'énergie électrique. Dans son article 1er, le principe de la délégation de services publics pour la gestion de services de la distribution électrique publique de l'énergie électrique, sous la forme d'une concession, est approuvé dans les conditions ci-après. Article 2, les caractères du projet du contrat de concession sont adoptés tels qu'elles figurent dans le rapport joint à la présente délibération. L'article 3, la durée de la délégation de services est fixée à 15 ans. Article 4, le maire est habilité à procéder au lancement de la consultation, à accomplir et signer tous les actes nécessaires à la procédure, ainsi qu'à négocier librement les offres présentes. Article 5, article de recours. Article 6, article d'exécution. Je mets la délibération aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, avis favorable du Conseil. Monsieur Berthelot, si vous vouliez nous lire les avis de la Commission concernant la remise de calculatrices et Becherel. Là, il n'est pas là, Monsieur Lelon, ça l'aurait fait plaisir. Aux élèves de CM2, s'il vous plaît. Chaque année, la ville récompense et encourage les élèves de CM2 admis en 6e. À cette occasion, une calculatrice et un Becherel sont remis à chacun des élèves afin de les aider dans leur cursus scolaire. Cette année, l'opération concerne 395 élèves du public et du privé. Aucune observation n'est émise par la commission municipale en date du 23 juillet 2024. Le projet de délibération reçoit un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Tel est l'objet du projet de délibération que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'intervention, je vous lis la délibération qui accorde donc une remise de calculatrices et Becherel aux élèves de CM2 des écoles primaires publiques et privées de la ville. Dans son article 1er, donc la ville remet une calculatrice, un Becherel aux élèves de CM2 des écoles primaires publiques et privées de la ville admis en 6e. Article 2, la dépense d'un montant d'1 370 312 francs est imputée au chapitre 67, charges exceptionnelles, article 67.14, bourses et prix attribués du budget 2024 de la ville. Article 3, article de recours. Article 4, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre, qui s'abstient, avis favorable du Conseil. Donc ce sont des dépenses qu'on a quand même maintenues. Mais voilà, peut-être dans un prochain temps, tout ça, on ne pourra plus le faire. Maintenant, nous allons passer à l'habilitation du maire à signer une convention annuelle aussi, les avenants relatifs au financement, la mise à disposition d'un éducateur avec le groupement d'employeurs Sport et Loisirs Sud, GESLS, pour l'année 2024. Je ne sais pas qui c'est, Monsieur Baudry. Monsieur le maire, merci.
Souhaitant bénéficier à nouveau des moyens de groupement d'employeurs sportifs et loisirs Sud, dont le partenariat a été initié depuis 2019 et afin de poursuivre la mise en œuvre de cette action destinée à promouvoir la pratique sportive de proximité, lutter contre l'oisiveté des jeunes âgés de 11 à 16 ans et éviter ainsi leur basculement dans la délinquance, il convient de signer une convention précisant les engagements des deux parties dans la mise à disposition d'un éducateur sportif. La commune du Mont-d'Or s'engage ainsi à verser une subvention au titre de l'année 2024 de 1 million de francs CFP d'aide à l'emploi d'un éducateur sportif au GESLS et payer l'adhésion annuelle d'un montant de 10 000 francs CFP. Il vous est donc proposé d'habiliter le maire à signer la nouvelle convention et ses éventuels avenants précisant l'engagement de chaque partie. Observation de la commission principale chargée des sports en date du 23 juillet 2024. M. Nguela demande si l'éducateur sportif travaille actuellement. M. Riveggio répond par l'affirmative. Depuis le mois de mai, une nouvelle éducatrice active est déployée sur la commune du Mont-d'Or à 90% du temps. Malgré la situation, elle intervient dans les écoles pendant les pauses méridiennes. M. Loya ajoute qu'elle intervient les lundis et jeudis dans la partie sud de la commune pour la caisse des écoles, pour le CCAS et pour le dispositif bel et bien dans ses baskets. Le reste de la semaine, elle intervient sur la partie nord de la commune. M. Nguela propose de prendre le montant de la subvention sur le contrat État-Ville. Le projet de libération reçoit un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Merci. Monsieur le chef de service des sports, qui c'est notre nouvelle éducatrice sportive? Je ne connais pas. Veuillez excuser l'absence de la nouvelle éducatrice, en la personne de Tepoa Chabal. Ce matin, en période de vacances, elle intervient dans nos dispositifs des stages vacances sur le complexe de Boulari. Et cet après-midi, elle reprend la navette pour intervenir auprès des seniors du CCAS sur la salle des communautés du Val d'Or. Donc, ce qui explique son absence d'aujourd'hui. Bon, merci. En tous les cas, merci au conseil municipal de voter cette subvention pour permettre un emploi supplémentaire, toujours dans c'est soit on arrête tout, soit on continue la vie. Donc on aurait pu ne pas mettre ces sous, ne pas employer cette personne. Mais moi je crois que même si on est un peu ambitieux pour dire qu'on éviter ainsi leur basculement dans la délinquance, on a l'impression que tout ça, ça sert plus à rien. Mais je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de notre détermination, ce que je disais tout à l'heure. En tous les cas, merci au service des sports pour ce que vous faites et direction de la DSAP auprès des jeunes. Je sais que ça n'a pas été facile pour vous et c'est pas facile pour vous de redéfinir une politique auprès de cette jeunesse. Mais en tous les cas, merci de vous y engager. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais vous lire la délibération qui habilite le maire à signer la convention et ses avenants relatifs au financement, à la mise à disposition d'un éducateur sportif avec le groupement d'employeurs sport et loisirs Sud GESLS pour l'année 2024. Donc, dans son article 1er, donc, je suis autorisé à signer cette convention. L'article 2, article de recours, article 3, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Avis favorable du Conseil. Donc on a l'avant-dernière délibération qui approuve le programme de travaux de revêtement routier. Monsieur Goyon, s'il vous plaît. Donc, pour les observations de la commission du 24 juillet dernier, Madame Salma Hamad demande des précisions sur la réalisation des travaux. Monsieur Oxford répond que les travaux se feront essentiellement de jour, sauf particularité. Madame Rivière demande si, malgré la situation financière actuelle de la ville et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le même budget est conservé pour ces travaux.
Monsieur Oxford répond que sur l'opération globale, le budget est maintenu, mais il est échelonné sur 2024 et 2025. En effet, il a fallu faire des choix financiers pour pouvoir équilibrer le budget au regard de la baisse considérable des recettes. Madame Courteau souhaite savoir si en termes de programmation, les travaux de revêtement se feront par phase. Monsieur Oxford répond que l'objectif est de finir une partie de cette année et de réaliser l'autre moitié l'année prochaine. Monsieur Afchin ajoute que les travaux ne concerneront que les portions de route qui sont dégradées. Madame Courteau demande s'il ne vaudrait pas mieux mener une réflexion radicale par rapport aux recettes à venir et éventuellement considérer que les routes ne sont pas prioritaires. Puis en 2025, mener une réflexion sur l'opportunité de refaire certaines routes. Il s'agit en effet de mener une réelle réflexion politique sur les prochains investissements de la collectivité. Monsieur Afchin précise que le budget de 100 millions prévu en 2025 sera réexaminé en fonction de la situation. Le projet a reçu un avis favorable de la Commission. Si Madame Courteau, elle ne veut pas faire les routes, on va se faire assassiner. Parce que c'est ce que demandent les gens devant chez eux, la lumière et les routes. Voilà. Même si on doit faire aussi les navettes, etc., etc. Mais ça, c'est le cœur du projet de travail de la ville. Hein. L'eau, l'électricité, l'école, les routes. Voilà. Donc si on ne fait pas les routes, on se fait tuer. Mais effectivement, il faudra néanmoins qu'on regarde, et j'espère que les conditions météo seront meilleures pour pas nous les abîmer. Y a-t-il des interventions sur cette délibération? Pas d'intervention, je vous la lis. Donc, il porte approbation du programme des travaux de revêtement routier 2024-2025. Donc, article 1er, le programme de l'opération, si annexé, est approuvé. Article 2, le maire ou son représentant est habilité à signer le marché, les avenants éventuels et tous actes ou conventions avec les entreprises qui seront proposées par la commission d'appel d'offres pour les travaux de revêtement routier 2024 sur la commune du Mont-d'Or. Article 3, les dépenses correspondantes sont imputées sur l'opération d'investissement 0600, revêtement routier, dans la limite des crédits inscrits. Article 4, article de recours. Article 5, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Avis favorable du Conseil. Et enfin, Monsieur Sao, pardon. Oui, maintenant que la délibération a été adoptée, le calendrier des commissions qui vont l'appel d'offres, c'est dans combien de temps à peu près? C'est dans 2 mois? C'est dans 1 mois? Ou c'est Monsieur Oxford, dites-nous tout. Oui, nous allons lancer l'appel d'offres d'ici 2 semaines, voilà, avec une période habituelle de 20 mois pour les réponses. Et puis s'en suivra les commissions techniques dépouillement, commission. Donc on aura en toute logique une notification d'ici la fin d'année. Voilà. Novembre plutôt, ouais. Il ne faut pas prendre de retard parce que, vous savez, les routes, si on laisse tomber, si on n'en fait pas un minimum, on est vite dépassé. Hein. Voilà. Merci, Monsieur Oxford. Je vous avais proposé, excusez-moi, un additif à la convocation du conseil municipal parce que c'était un dossier urgent. Vous savez, depuis longtemps, on a l'école Boutan qui s'est libérée depuis longtemps, depuis la 2e année, et on cherchait à la réoccuper. On a eu plusieurs demandes qui n'étaient pas pour nous recevables. Mais là, il me semble qu'on a une opportunité de pouvoir aider la Chambre de métier et de l'artisanat. Qui c'est qui me lit le... Alors, Madame Rusmaini. Oui. Allez-y, Madame Sad Mohamed. Oui, donc à la suite des exactions commises depuis le 13 mai 2024, les locaux de la Chambre de métier de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie, où est dispensée la formation théorique de ces alternants, ont été rendus inexploitables. Afin d'assurer une continuité pédagogique, un nouveau site est destiné à accueillir un effectif de 50 alternants en entreprise et leurs formateurs, était recherché par la Chambre de métier. Son intérêt s'est ainsi porté sur l'ancienne école Adolphe Boutan, située au 54 rue Edmond Mattei, à Yahweh, dont les locaux demeurent inoccupés depuis la fermeture de cette école en 2023, à l'exception de 2 salles réservées aux activités communales.
Au soutien aux missions de la Chambre de métiers de l'artisanat visant à promouvoir les métiers de l'artisanat en Nouvelle-Calédonie, la ville a accepté de mettre à sa disposition les locaux et espaces extérieurs de cet ancien établissement scolaire en contrepartie de petits travaux de rénovation et de peinture qui seront réalisés dans le cadre d'un projet pédagogique. À cet effet, il est proposé d'habiliter Monsieur le maire ou son représentant à signer le projet de convention jointe à la délibération destinée à encadrer juridiquement cette mise à disposition. Voici le projet de délibération qui nous est soumis. Merci madame. Avant de donner la parole aux élus, monsieur Cartigeni, vous pouvez nous faire un point par rapport à ce qui a été recherché pour cette école pour nous, ce qu'on essayait de chercher et par rapport aux objectifs que j'avais fixés ces derniers temps dans le domaine justement aide aux entreprises, aide économique. Ben, initialement, l'école Boutan, elle avait été pressentie pour y installer un internat d'excellence. Et puis, ça ne s'est pas fait. Le collège de Boulari a été mieux classé, c'est-à-dire qu'on aura peut-être bien, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais on était prévu de mettre un internat d'excellence plutôt au collège de Boulari qu'à l'école Boutan. Donc on a cherché sous forme d'appel d'offres. Enfin, on a plutôt communiqué notre souhait de le mettre à disposition. Et puis on a eu quelques offres qui sont venues. Enfin, il y avait beaucoup d'associations qui auraient souhaité l'utiliser. Et puis donc on a cette proposition de la CMA qui nous correspond bien parce que ça permet à la fois d'utiliser les locaux, mais de les rafraîchir également, puisque là on va avoir des différents corps de métier qui vont pouvoir intervenir. Donc voilà, on fait un peu coup double en utilisant ces locaux, en les rendant occupés, en évitant qu'ils soient, on va dire, désaffectés et mal occupés, puisqu'on a déjà eu des incursions intérieures et du mobilier a été enlevé. Donc voilà, c'est l'opportunité de faire coup double. Merci. Y a-t-il des interventions sur cette... Pas d'intervention ? Oui, Madame Ferrari. Alors, je voudrais expliquer notre intention de vote concernant ce projet, justement. Bon, Monsieur Cartegeni vient d'exposer plusieurs raisons. Donc, ce projet, il est à la fois intéressant d'un point de vue du développement économique, puisque ça va nous permettre demain de participer à la reconstruction du pays en formant justement des apprentis et des métiers dont on va avoir besoin, notamment dans le bâtiment et dans d'autres secteurs. Il faut savoir aussi que ça accueille différents publics, donc la jeunesse, sachant qu'il n'y a jamais eu de souci avec le CFA, avec les apprentis de la CMA. Ils ont toujours eu un cadre bien précis, ils ont toujours eu un règlement très strict, et effectivement la CMA s'est engagée à appliquer le même règlement dans les locaux de l'école Adolphe Boutan, parce qu'on avait un petit peu cette crainte aussi par rapport aux riverains. On pouvait pas mettre n'importe quel projet parce qu'il fallait avoir l'adhésion des riverains de Yahweh. Et donc effectivement, toutes les conditions sont réunies pour que cette convention soit un succès. Donc au niveau du développement économique, je disais qu'on accueille une partie de la jeunesse, mais il faut savoir aussi qu'on a un public qui est en reconversion professionnelle, et on a également des chefs d'entreprise qui viennent suivre des formations en leadership, ça peut être en comptabilité, pour la digitalisation de l'entreprise, enfin différentes formations qui sont proposées par la CMA. Donc, et également aussi au niveau de la sécurité, c'est un projet qui est assez intéressant, puisque au lieu d'avoir des locaux inoccupés depuis maintenant 2 ans, c'est ça ? Presque 2 ans, avec des locaux qui se dégradent, la CMA s'est engagée à réhabiliter les locaux avec des chantiers, avec justement leurs différents apprentis, et en plus ils se sont engagés à ce qu'il y ait une occupation constante des locaux. Donc vraiment pour toutes ces raisons, nous allons voter favorablement en faveur de cette convention. Merci. Merci, Madame Ferrari. Je vous lis la délibération qui approuve la convention de mise à disposition de locaux communaux au profit de la Chambre de métiers de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie, CMA-NC,
Donc l'article 1er, la convention relative à la mise à disposition des locaux communaux au profit de la CMA, si annexé, est approuvé. Article 2, le maire ou son représentant est habilité à signer cette convention, ainsi que tout avenant éventuel relatif à des modifications mineures et non substantielles. Article 3, article de recours. Article 4, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre, qui s'abstient, avis favorable du Conseil. Ça clôture notre Conseil municipal. Je vous remercie encore de votre présence. Je voulais juste vous dire que la secrétaire de séance, c'était Madame Rusmaïni Sad Mohamed. Elle a tout noté. Et puis la date du prochain Conseil municipal, c'est le jeudi 12 septembre. À l'heure, j'espère, normale, habituelle. Merci à vous toutes et tous. Et bon appétit.